Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Le théâtre, elle l'a vécu et le vit encore comme une ascèse. Fabienne Pascaud peuple son imaginaire et sa conscience de paysages sans cesse réinventés pour que la nature humaine déploie à l'infini ses paradoxes dans des décors qui traversent les siècles afin que l'élan de la pensée s'incarne dans une chair vivante sous les projecteurs, ressuscitée à chaque fois par les levées de rideaux. Le grand entretien avec Fabienne Pascaud, présidente de la commission théâtre du Centre national du livre et ancienne directrice de la rédaction du magazine Télérama de 2006 à 2022, c'est maintenant. Ça suppose quoi? Être critique, ou en tous les cas, le devenir. Ça suppose aimer le théâtre passionnément, ne pas pouvoir vivre sans, adorer qu'on vous raconte chaque soir des histoires, et au fur et à mesure de cette dose massive de théâtre depuis l'enfance, parvenir à avoir des différences entre les spectacles, à acquérir un esprit critique, et puis surtout à vouloir partager cette passion, à vouloir que les gens aient la même sensation que vous quand la lumière s'éteint, que vous pénétrez dans un royaume où les morts et les vivants communiquent, où les fantômes sont là, où tout est possible. Vous avez écrit un livre consacré à Ariane Mouchkine. Finalement, être rédactrice en chef d'un magazine comme Télérama, l'avoir été, parce que vous l'avez été depuis Oui, j'étais directrice de la rédaction. Directrice de la rédaction, pardon. Voilà. Je fais cette correction. C'est un peu pareil, selon vous, que diriger une troupe de théâtre? Non, quand même, parce que quand on se réfère à Ariane Mouchkine, c'est de l'art qu'ils font. Nous, on ne fait pas de l'art, on fait de la formation. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un journaliste qui se prend pour un artiste. Non, un journaliste, il est fait pour faire passer les artistes, pour les faire comprendre, pour être un intercesseur, un intermédiaire. Mais on ne fait pas de l'art, on ne joue pas dans la même catégorie, on n'est pas dans la même cour. Et je pense que il faut avoir une vision. Bon, certes, il faut avoir une vision aussi pour incarner, pour diriger un journal, mais je pense qu'il faut... quelqu'un comme Ariane Mouchkine, elle a une vision du monde et elle a une volonté d'élever, de rendre son public meilleur pour un monde meilleur. Elle a presque une volonté messianique qu'on n'a pas forcément tous dans les directions de rédaction. Et les journalistes ne sont pas forcément non plus tous des artistes dévoués à leur cause, à la cause de l'art. Pensez-vous que dans l'art, il doit y avoir une certaine forme de noblesse, dans le sens où le message, s'il y en a un, ou l'histoire doit nous transcender? Une ascèse, vous voulez dire? Peut-être, oui. Oui. Oui, Ah oui, moi je suis bien sûr que je pense que l'art doit nous élever, nous transcender, nous apprendre à nous dépasser par son exigence, par le fait que des artistes s'y sont brûlés, s'y sont consacrés. Il doit nous apprendre le meilleur ou le pire, mais à voir au-delà, par-delà. Oui, je pense que... Enfin, moi, ma quête du théâtre, et un artiste au théâtre, c'est celui qui vous donne à voir l'invisible. Et donc, forcément, pour arriver à percevoir l'invisible, il faut se dépasser soi-même. C'est une lutte. C'est une lutte avec le concret, le quotidien. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est aussi pour cette conquête de l'invisible, de l'ailleurs, ce dépassement de soi, il doit nous aider à mieux habiter le monde aussi. Mais à habiter poétiquement le monde, hein, comme disait Hölderlin, pour le paraphraser. Quel rôle a joué l'amour dans votre vie professionnelle? Ah,
J'ai rencontré mon mari à Télérama, donc ça a été un amour fou. De mon côté, en tout cas. Et, j'ai mis beaucoup d'années, j'ai mis beaucoup d'années à le conquérir. Euh, et ça a rempli ma vie. Euh, Ça m'a aidé à me forger parce que mon mari était quelqu'un que j'admirais profondément. Donc il fallait arriver à l'éblouir. Donc c'était une ascèse aussi. C'était pas de l'art, mais ça n'était pas loin. Et donc c'est aussi, ça oblige, cet amour-là, ça oblige à se dépasser, à être au niveau de la personne que vous aimez quand vous trouvez qu'il est à un niveau supérieur. C'était ce que je pensais. Donc je peux dire que, bon, il y a le théâtre, mais la grande affaire de ma vie, c'est quand même cet amour-là. Est-ce que dans le théâtre, il y a une sorte, pas de trompe la mort, mais de trompe la solitude, selon vous? Tromper la solitude, oui, dans le sens où effectivement on est ensemble dans une salle de théâtre, hein, on est ensemble et comme on est face à des acteurs vivants. Donc c'est du vivant devant du vivant, c'est pas comme quand vous êtes devant un tableau, une sculpture ou un film. C'est les vivants parlent aux vivants, les acteurs disent tous qu'ils voient parfaitement ce qui se passe dans la salle, hein, qui vous voient dormir, vous ennuyer. Donc ils sont en contact direct avec nous et nous en contact avec eux. Donc c'est une manière peut-être de tromper la solitude, mais moi la solitude j'aime ça, alors c'est pas un problème, mais on est aussi solitaire face à l'œuvre, hein. Face à une œuvre d'art, bien sûr il y a des gens à côté de vous et vous voyez ce qu'ils ressentent et c'est une communion ensemble, mais on réagit pas tous de la même façon, donc c'est aussi... il y a des mots qui peuvent retentir chez vous de manière euh, absolue, comme des couteaux, qui peuvent ou vous extasier, ou vous laminer. Et en fonction de votre vécu, en fonction de votre histoire, et votre voisin réagira pas pareil. Donc, face aux situations, c'est pour ça que c'est à la fois en soi et avec l'autre. Quelles ont été les œuvres qui vous ont révélé, de sorte que vous vous êtes engouffré dans le théâtre? Racine et Claudel. Racine et Claudel. Voilà, Ok. c'est pas compliqué. Racine et Claudel, parce que. Mais d'ailleurs, ils ont décidé de ma vie privée aussi, parce que c'est en lisant toute petite. Je me souviens très bien d'un Noël où ma sœur aînée m'avait offert, je l'ai toujours d'ailleurs, un gros Garnier Flammarion Racine. Et je me suis engouffrée là-dedans, je sais pas quel âge je devais avoir, 10 12 ans. Et ces histoires de passion absolue m'ont forgé. Après, ça a été Claudel. Alors Claudel aussi via la foi, la religion chrétienne. Donc, et là, pareil, cette ascèse et tout ça. Et je n'ai rêvé après que d'amour de ce type. Donc, je n'ai vécu que qu'une histoire de ce type, bien entendu. Donc, ça m'a totalement. Ma vie est devenue un théâtre à cause de. Donc, vous voyez, c'était dangereux aussi. Mais oui, j'ai été forgée, sculptée par Racine et Claudel, je peux dire. Pourquoi la fascination de la tragédie? Je pense que. Je pense que. Je suis quasiment née en Algérie, enfin, pendant la guerre. Euh, enfin, j'y suis allée bébé parce que mon père était militaire. Et je pense que j'ai des souvenirs, on habitait dans une cité franco-arabe, et, euh, et j'ai des souvenirs de cadavres, d'enfants morts que j'ai pu apercevoir, et je pense que cette violence-là, en plus, ma mère, j'étais toute seule avec elle, hurlait de peur tout le temps. Elle hurlait, elle avait peur, elle criait. La moindre personne qui frappait à la porte, elle croyait que c'était pour venir la décapiter. Enfin, c'était dans un climat de Terreur. terreur
qui m'a vaccinée contre la peur, hein. Je suis quelqu'un qui n'a pas trop peur. Mais je pense que la mort est venue, oui, est venue s'inviter vite. Mais pas une mort, pas une mort, Qui, qui, qui provoque une rétractation. voilà, L'inverse. voilà. C'est plutôt une gourmandise. C'est très étrange de dire ça, mais a priori, enfin, j'ai connu tellement de gens qui disaient qu'ils n'avaient pas peur et puis dont j'ai vu les derniers moments où ils étaient affolés, et ce que je peux comprendre très bien. Mais j'ai interviewé récemment Angelica Lidl qui me disait qu'elle était effrayée par la mort et que c'était de pire en pire et que depuis qu'elle avait vu ses parents mourir, c'était atroce. Et je comprends pas ça. Je comprends pas trop ça. C'est plutôt une fascination pour moi, la mort. Mm. Oui, parce qu'elle engendre des L'inconnu. métamorphoses. Oui, Ouais. l'inconnu. Si je vous dis vertige, vous pensez à quoi tout de suite? Bah, la mort, À justement. la mort. D'accord. Une interview très joyeuse, chère Fabienne. Il est 10h30. Non, mais c'est pas triste. Non, c'est pas C'est pas triste. triste. Ouais. Moi, à l'âge de 17 ans, j'ai acheté ma tombe dans le cimetière de mon village, une concession perpétuelle. Et vous voyez, donc c'était un sujet qui me... Et bon, maintenant j'ai fait creuser mon caveau, j'ai même mis mon nom sur la tombe déjà. Donc comme ça, pour éviter à mes fils, donc il y a déjà Pasco. Et, et, mais bon, et quand je vais sur la tombe de mon mari, je vois mon nom et voilà. Donc c'est pas... c'est gai. Ouais. Je voulais savoir aussi ce qu'il y avait d'intéressant à construire et à déconstruire dans le théâtre des Déchiens. Bah, les Déchiens, ça a été une aventure exceptionnelle. Ils ont créé un monde. Ils ont donné à voir sur scène, c'était la fin des années 70, tous ceux qu'on ne voyait pas. Ça a été les premiers à mettre des paumés, des marginaux, des handicapés, des exclus. Ça a été la revanche de ces invisibles qui n'avaient pas droit au chapitre, qui n'avaient pas droit à la parole. Alors bien sûr, on en riait et peut-être parfois méchamment, mais ils étaient là quand même, on les montrait, on les donnait à voir, et il y avait quand même beaucoup de tendresse chez Macha Makayev, chez Jérôme Deschamps, et donc ils ont créé un univers. Moi, je regrette que l'univers, bon, c'est fini les Deschamps, hein. Oui. Mais ça a été une période enchantée, quoi. Ils ont vraiment créé un univers. C'était Ils des étaient créateurs. contemporains. Pardon? Ils étaient modernes. Peut-être Oui. pas contemporains, mais peut-être modernes. Ils étaient modernes. Et puis, bon, c'était un théâtre, à l'époque, c'était un théâtre alors d'images, de situations où on parlait pas. Ouais. Donc c'était un théâtre en rupture, avec des costumes. Macha Makayev, elle a quand même lancé la mode de tous ces habits sortis droit d'Emmaüs, faits avec rien, des bouts de ficelle. La mode du rien, du bricolage, c'était au moment de l'Arte Povera aussi. Oui, Voilà, et juste un peu après quand même peut-être, mais et donc il y avait une vision à la fois humaine et plastique. C'était très beau ce qu'ils faisaient. C'était ces pauvres individus paumés qui essayaient de faire la fête, qui essayaient d'être heureux, qui nous renvoyaient à notre condition kafkaïenne comme ça. C'était en même temps empli de culture et d'art et de références. Là, je vous dis Kafka, mais on pourrait en trouver cent autres, ou l'Arte Povera, et en même temps accessible à tout le monde. d'accord. C'était ça qui a fait leur succès aussi, c'est que tout le monde y trouvait son compte. Et quand ils ont fait des spectacles avec des personnes âgées qui faisaient chanter, tout ça, ils ont ramené en scène, oui, ceux qu'on ne voyait pas. Justement, en venant vous interviewer, donc j'étais dans le métro et un homme faisait la manche et a crié « Ne m'ignorez pas ». Et en fait, je me suis dit, voilà, mais si dans la vie quotidienne, on est parfois tenté d'ignorer, ça peut arriver, même si il faut garder les yeux grands ouverts.
l'art, justement, nous le rappelle. Enfin, j'imagine, est-ce que c'est sa fonction? Je ne sais pas. Mais pourquoi, finalement, il est plus facile parfois de s'exprimer, de défendre une cause, ou en tous les cas, de montrer le monde, une partie du monde, ou une partie des individus dans l'art, alors que dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, on, on met parfois des œillères. Parce qu'on est égoïste, hein. Ouais. C'est tout simple. C'est tout Ouais. simple. Puis c'est du travail de regarder l'autre, Mm. d'engager la conversation, de lui parler. On a peur d'être mis sous pression, de devoir s'occuper des gens. Oui, on est. Et on ignore à quel point, une fois qu'on a mis le bras là-dedans, dans la générosité, à quel point ça anoblit, en fait. C'est à quel point on se sent mieux quand on essaye d'être généreux, de regarder l'autre, de l'écouter. Et c'est le meilleur antidépresseur qui soit. Mais il faut franchir le pas et je pense qu'on a peur aussi. On a peur. On a peur d'être gêné dans son confort. Et puis la société n'y invite pas non plus. Tout ça est partagé. Il faudrait une conversion commune. C'est sûr. C'est sûr. Et vous avez vu tellement de... Et vous envoyez toujours tellement de choses. Vous avez rencontré et vous rencontrez toujours beaucoup de... Ça ne m'a pas rendu meilleur. Voilà, Hélas. comment fait-on pour toujours, j'imagine, garder cette curiosité, cet appétit votre regard en témoigne. Donc comment fait-on, Fabienne? Parce que j'en attends beaucoup. Je ne suis pas d'un naturel très fondamentalement joyeux et gai et optimiste. Donc, j'attends toujours d'un spectacle qu'il m'éblouisse et qu'il m'enchante. Et chaque fois, c'est une aventure renouvelée. En plus, j'ai cultivé, pour ne pas me lasser, j'ai cultivé une mémoire en faillite, quoi. C'est-à-dire Ouais. que j'oublie assez vite ce que je vois. Ce qui est un moyen aussi d'être Ouais. neuve à chaque fois. Et donc, à chaque fois, c'est une découverte. C'est une découverte. Et puis, c'est une petite mort aussi, le théâtre, hein. C'est comme on rentre dans un endroit où la lumière va s'éteindre. Et c'est une résurrection quand le plateau s'ouvre. Donc c'est une aventure merveilleuse. Je pense que c'est aussi une drogue, hein. Voilà, on- j'adore les comédiens, j'adore les voir jouer. Oui, je pense que c'est une drogue. Un soir où je vais pas au théâtre, je me sens mal, coupable et mal. Coupable. Et où placez-vous le texte dans le... Vous dites que vous aimez beaucoup les comédiens, vous adorez les comédiens, Mhm. la scène, et le texte, qu'en est-il? Les mots. Ah, je les place haut quand même. Je les place haut. Je regrette, vous savez, il y a eu un moment où on se plaignait à juste titre. Ça, c'était dans les années aussi, la fin des années 80. Les metteurs en scène se plaignaient, les auteurs surtout, les auteurs contemporains se plaignaient qu'on ne rejoue que des classiques à satiété. C'est vrai que moi, je me souviens d'années où il pouvait y avoir 4 avars à l'affiche. Des Molières, des Tchekhov, Ouais. des Marivaux. Mais là, c'est un peu fini. Ouais. On est dans la balance est dans l'autre sens. Et c'est vrai que on a envie de flamber à de grands textes. Alors, il y a de très grands textes contemporains, hein, et il y a de jeunes auteurs que j'adore, Philippe Mignana, entre autres. Enfin, bref, il y a quantité d'auteurs contemporains, Sarah Kane, enfin, il y en a plein, hein. Et, mais on a envie de verbes, on a envie de verbes. Moi, j'aime beaucoup le théâtre d'image peut me fasciner, mais quand Bob Wilson, là, comme il va le faire au Festival d'automne, j'ai eu la chance de voir le spectacle en amont, fait dire des poèmes de Pessoa, ça a Ouais. plus de grâce, plus Ouais. de fond. Moi, j'aime qu'au théâtre, j'aime entendre des textes, oui, j'aime entendre la parole des poètes, qui m'éclaire, qui m'éclaire.
plutôt que toujours, là maintenant c'est souvent la mode des écritures de plateau à base d'improvisation. Alors, c'est parfois formidable, hein, quand Pomera fait ça, quand il réécrit ce que les comédiens improvisent, c'est parfois, c'est souvent, le plus souvent fantastique. Mais quand on a la chance d'avoir des poètes, c'est quand même le cran au-dessus, quoi. Vous avez commencé par le cinéma et À Télérama, il n'y avait pas 36 façons, le théâtre Ouais. n'existait pas à l'époque. Quand j'ai commencé à Télérama, il n'y avait pas de critique de théâtre. Alors moi, je rêvais qu'il y en ait, Mm. mais il fallait que je m'infiltre. Et donc, j'ai commencé comme critique de cinéma. J'étais pas la plus douée du monde pour la critique de cinéma. Il y avait des choses que je ne... des constructions que dont je ne me rendais pas bien compte. Je comprends moins le geste cinématographique d'un metteur en scène que le geste d'un metteur en scène de théâtre. Euh, mais j'adorais ça et j'ai découvert des auteurs là aussi, mais peut-être je pense à Manuel de Oliveira qui a Ouais. été ma grande révélation, mais c'était aussi très théâtral ce qu'il faisait. Donc Bergman, enfin bien plein d'autres. Et, euh, et je suis passée avec félicité, j'ai réussi un peu à imposer le théâtre, à faire qu'on en parle. Et puis après, bon, au fur et à mesure, je suis restée quand même là, ça fait 45 ans que je suis à Télérama, hein. Ouais. Donc c'est pas rien. Donc j'ai réussi à imposer le théâtre à la force de mes petits poignets. Et donc maintenant, je suis chroniqueuse de théâtre après avoir été directrice de la rédaction. Et est-ce que c'est plus agréable, c'est plus léger ou c'est plus Oh, c'est plus léger, non, parce que je fais mon métier de critique de théâtre peut-être encore plus sérieusement. Je me déplace, je me déplace beaucoup en province, je travaille plus les textes. Je ne vais plus voir une pièce sans la relire après, par exemple. Ah oui. Voilà, donc oui, je fais ça tout le temps maintenant. Et c'est vrai, ben, d'abord pour ma Ouais. chronique, ça m'aide parce que parfois je retrouve des formules Ouais. que je peux citer, qui font sens. Et puis, je trouve peut-être ça plus respectueux par rapport aux artistes dont on parle. Bon, enfin, ça c'est du luxe, hein, de relire le texte parce que parfois ça prend du temps. Et je sais pas, c'est un tout autre plaisir. De toute façon, moi, j'avais donné comme condition pour être directrice de la rédaction que pouvoir continuer ma chronique de théâtre. Donc j'ai toujours fait les deux en parallèle, D'accord. ce qui était parfois virtuose parce que j'avais quand même beaucoup de boulot comme directrice de la rédaction, mais je pouvais pas renoncer, je pouvais pas Votre renoncer à passion. ça. C'était ce qui me donnait même Ouais. de l'oxygène pour pouvoir après m'occuper de la rédaction, diriger les gens, être à leur écoute. Et puis, euh, quand on a vu Shakespeare, bon, on comprend mieux les hommes et on comprend mieux le théâtre du Oui. quotidien. On peut l'anticiper. Vous êtes fidèle, Fabienne. Très, très. Mais on vit dans un monde qui ne l'est plus beaucoup. Moi, je suis fidèle en amitié, sauf quand c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Je suis aussi je peux être brutale. Quand on me blesse, j'arrête. Maintenant, à mon âge, la vie est trop courte. Voilà. Donc, mais sinon, oui, je suis très fidèle. Fidèle en amour, fidèle en passion artistique. Euh, oui, je suis quelqu'un de fidèle. Bêtement fidèle, je devrais dire, parce il faut pouvoir peut-être rompre davantage. Vous voyez, j'ai jamais quitté Télérama. Je n'imaginais pas pouvoir quitter Télérama. Parce que vous êtes au bon endroit. Peut-être aussi, oui, mais même je n'ai jamais été carriériste. Quelqu'un de carriériste ne peut pas être fidèle, parce que pour un plan de carrière, il faut sauter de poste en poste. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu envie de faire carrière. Certes, je suis devenue directrice de la rédaction, ce qui est un superbe métier, un superbe challenge, mais en fait, je pense que je l'ai été parce que à Télérama, personne ne voulait prendre de responsabilité à mon époque.
Et c'est des responsabilités énormes. C'est d'abord la responsabilité de ne pas se faire aimer, d'être accusé de tous les défauts, et puis d'essayer d'imposer une ligne et une éthique. Une éthique, oui, Alors, c'est pas si difficile avec les journalistes de Télérama qui ont une même largeur de vue, mais c'est accepter ces postes-là, c'est plutôt servir qu'être servi, hein. C'est être au service de. Donc, c'est pas du tout pour soi, c'est plutôt de la peine et de la souffrance que de l'exaltation, et voilà. Mais, mais oui, j'ai toujours été fidèle à la certaine idée que je me faisais de Télérama, à la certaine idée que je me faisais de moi-même. Et, euh, et je n'y ai pas dérogé, je n'ai jamais voulu me décevoir moi-même. Vous parliez donc du théâtre comme une expérience à chaque fois de petite mort ou de voilà où peut-être sont convoqués parfois les fantômes, le surnaturel. Justement quand on parle de surnaturel, de sorcière, d'éblouissement, vous, de quoi est composé votre imaginaire quand vous pensez à ça? Vous avez une image dans votre tête? Je suis une sorcière. Je l'ai toujours pensé. Je l'ai toujours pensé et je pense même que au XVIe siècle, j'aurais sûrement été brûlée. Et ah oui, pour moi, moi je crois beaucoup. Je n'ai aucun pouvoir, hein, je n'ai aucun pouvoir, mais je sens que je vais vous paraître pour une folle, mais oui, je sens des présences, je sens l'invisible, je sens que le surnaturel est tout près, je sens des réalités parallèles, je peux entendre des choses, bien sûr, c'est. Alors, on peut prendre ça pour de la dinguerie, moi je prends ça pour une richesse. Je peux. Vous n'avez pas besoin de faire du microdosing, Fabienne. C'est peut-être microdosing de LSD pour avoir une Voilà. perception élargie. Voilà, j'ai une perception élargie. Mais j'ai toujours eu ça, petite. Je suis du Berry, hein, alors on cultive un peu ça là-bas. Ma grand-mère était, je pense, elle, très sorcière. Et j'ai vécu dans le spiritisme, j'ai vécu les esprits, les fantômes et tout ça. Vous avez fait tourner les tables. Oh Ça- bah oui, ça c'est le minimum. Mais bon, c'est un monde merveilleux. Mais c'est une drogue aussi, donc j'ai coupé avec tout ça assez jeune quand même. Mais parce que c'est une autre drogue. Oui, ça peut être dangereux. Ça peut être totalement dangereux. Mm. Totalement dangereux. Mais c'est quand même aussi magnifique et on sait que ça existe. Mais vous voyez, ce qui est la limite de tout ça, quand même, c'est que mes morts ne sont jamais revenus me faire un clin d'œil. Et Dieu sait que je leur avais demandé de leur vivant. Rien. Donc c'est les limites du jeu. Quel est le dernier spectacle qui vous a ébloui, ou en tous les cas qui vous a plu, et surtout par rapport à la programmation qui s'annonce, par rapport peut-être au Festival d'Avignon, voilà, vers quoi votre intérêt se dirigerait-il? Ébloui, j'ai pas eu d'éblouissement. J'ai eu des spectacles que j'ai bien aimé, beaucoup aimé là ces dernières semaines. J'ai bien aimé les 6 personnages en quête d'auteur qu'a dirigé Marina Hans, le Pirandello. J'ai trouvé ça, sa manière de diriger les acteurs était belle. Là, ben, on se prépare à Avignon. Je dois dire que j'attends beaucoup d'Angelica Lidl, que j'ai eu la chance d'interviewer, qui est vraiment une femme exceptionnelle. Ouais. Et
Elle, c'est une vraie sorcière. J'attends aussi, il va y avoir le Écube, pas Écube, avec la troupe de la Comédie Française, qui promet des plaisirs. Le spectacle de Caroline Nguyen, qui va être bien. Séverine Chavrier aussi, j'attends beaucoup d'Absalon. Absalon. D'accord. Non, Avignon, ça va être un festival un peu exigeant. J'espère qu'il n'y aura pas trop de... Avec les pressions politiques et les élections, risque d'être un peu houleux, mais bon, on va voir. Le festival, c'est fait pour... un festival, c'est aussi fait pour débattre et Débattre. rassembler. Ouais. Le dernier mot vous revient. Vous direz quoi? Vous aurez envie de dire quoi? Comme dernier mot, Oui. Enfin, un dernier mot pour cet entretien. aller au théâtre. Allez. Merci Fabienne.